Intelligente, hyper connectée, moins polluante, plus durable, l'automobile du futur, à quoi ressemblera-t-elle ? Il reste encore de nombreux défis technologiques à relever pour répondre aux promesses qui sont faites aujourd'hui. Parmi les organismes de recherche qui planchent sur ces questions, le CEA est l'un des plus en pointe. LIDAR intégré sur silicium, carburant végétal à base de microalgues, pile à combustible, à hydrogène ou encore batterie du futur, les ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique sont sur le coup. On en parle avec Stéphane Sibert, directeur de la recherche technologique du CEA, que j'ai rencontré pour Monde Numérique. Un tour d'horizon complet des enjeux liés à l'avènement de l'automobile du futur. Bonjour Stéphane Sibert. Bonjour. Directeur de la recherche technologique du CEA. Alors pourquoi le CEA s'intéresse-t-il à l'automobile ? Alors, effectivement, le CEA est plutôt associé historiquement au nucléaire et on a l'impression que c'est un petit peu loin de l'automobile. En réalité, la voiture connaît aujourd'hui une révolution majeure avec la traction électrique et le véhicule autonome. Ça fait appel à des technologies de l'énergie et du numérique que le CEA développe historiquement depuis 50 ans. Et donc, d'un seul coup, les technologies que nous fabriquons se retrouvent en phase avec les besoins de l'automobile. Alors, ces technologies, quelles sont-elles précisément ? En quoi est-ce que vous pouvez contribuer à l'automobile du futur ? On a principalement 3 grands domaines. La propulsion électrique, la conduite autonome et les carburants. Ensuite, toute la partie capteur. Donc, nous, on s'intéresse en particulier au LIDAR, qui est le plus sophistiqué de tous. On essaye de faire un LIDAR entièrement intégré sur silicium, beaucoup plus compact, beaucoup moins cher. Donc, vous voulez créer un nouveau type de LIDAR plus compact, et vous en êtes où ? Alors, on a créé une start-up. On a construit une start-up pour ça, qui a pour but de développer un produit complètement intégré sur silicium, donc qui change complètement à la fois les performances. Donc le but du LIDAR, il faut voir à 300 mètres à travers le brouillard, etc. Bon, c'est assez compliqué à faire, et en même temps en baissant radicalement le prix de manière à ce qu'on ait un LIDAR qui soit comme les radars ou comme les caméras intégrables. Et que ça devienne un produit. Ça devienne un produit pour à peu près toute la gamme, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Ensuite, on a toute l'architecture électrique et électronique de la voiture. Donc, vous savez sans doute que, au fil du temps, finalement, c'est devenu d'une très très grande complexité. On a jusqu'à plus d'une centaine de processeurs dans les véhicules haut de gamme, et ça devient au bout d'un moment ingérable parce que il y a trop de différences entre les systèmes d'exploitation des uns et des autres. Donc on revient vers des architectures centralisées. Bon, c'est évidemment Tesla qui a donné le coup d'envoi, qui a donné le là. Son idée, c'est à la fois de concevoir lui-même l'architecture, de l'imposer finalement à ses sous-traitants, et de concevoir y compris la puce à l'intérieur, donc il est devenu fabricant de puces. Et donc tous les constructeurs aujourd'hui se sont obligés d'emboîter le pas. Et donc nous, on a là aussi créé une start-up qui développe ces solutions pour le marché. Et puis enfin, on est présent dans le domaine des carburants, avec 2 voies. Une voie à long terme qui consiste à utiliser les microalgues, les micro-organismes. Donc là, c'est la voie idéal, si je puis dire, mais il y a encore énormément de travail puisqu'il faut améliorer les souches, améliorer les conditions de production, mais bon, ça permet de faire directement un carburant complètement propre. Puis, en solution intermédiaire, le carburant synthétique qui est obtenu en recombinant finalement du CO2 qu'on récupère à la sortie de toutes les usines qui en émettent avec de l'hydrogène. Et pour ça, il faut évidemment produire de l'hydrogène propre, et ça nous ramène à la question de la mobilité hydrogène. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu, vous avez cité 2 choses là qui interpellent. C'est quoi ce carburant propre dont vous parlez, parce que tout le monde ne connaît pas ça. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il faut restituer quelque chose qui est l'équivalent du carburant fossile, mais qui soit construit à partir de CO2 qui est capté dans l'air. Donc finalement, en produisant le carburant, on consomme le CO2, et c'est un peu le même principe que sur le bois. Finalement, le bilan de l'affaire est nul. Et donc, c'est la voie, évidemment, royale pour produire du carburant propre. Et pour ça, on développe
une certaine qualité de microalgues qu'on fait circuler dans des serpentins qui utilisent donc la lumière et le CO2 pour, comme tous les végétaux. Donc c'est un carburant végétal. C'est un carburant d'origine végétale, mais qui évite d'avoir à stériliser des grandes quantités de cultures. Donc évidemment, c'est une voie qui n'oblige pas à choisir entre les cultures nourricières et puis... Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, les carburants d'origine agricole, en fait, la plupart du temps, sont faits au détriment de la production agricole. On est obligé de faire un arbitrage, et comme on a une pénurie alimentaire en même temps, c'est évidemment un problème. Alors, on continuera probablement dans l'immédiat, notamment pour l'aviation. Le fameux kérosène vert. Voilà, c'est ça. Mais ça ne va pas durer très très longtemps parce que les surfaces affectables seront limitées, et donc on cherche d'autres voies. Et puis il y a une voie qui est plus chimique, qui consiste à recombiner du CO2 capté dans toutes les sources industrielles, donc les cimenteries, les aciéries, les usines chimiques, tout ça émettent des masses de CO2. On a besoin de décarboner ces industries, c'est indispensable, sinon elles pourront pas durer. Et donc en recombinant ce CO2 avec de l'hydrogène propre, on fabrique un carburant qui finalement n'a pas d'origine fossile. Et donc c'est le même principe, sauf que au lieu que ça soit du CO2 de l'air, c'est du CO2 produit par l'industrie. D'accord, mais ça laisse rêveur. Enfin, c'est plein de promesses cette piste. Voilà, alors c'est en partie dans le domaine de l'aviation. Vous savez qu'il faut trouver une solution pour l'aviation. Bon, c'est les solutions les plus évidentes parce que malgré tout, faire voler un avion électrique, c'est quand même un peu compliqué. Mais ça commence à se faire. Voilà, ça se fait pour les petits vols, les petites distances, les petites capacités. Avions, mais pour les moyens et longs courriers, le poids des batteries est dissuasif. Alors, autre axe très important, l'hydrogène. L'hydrogène, le CEA connaît ça depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'hydrogène parce que on voit ça un petit peu comme la solution à beaucoup de nos problèmes, mais on sait que c'est compliqué, et puis on sait surtout que ça fait des années qu'on dit ça, et puis on n'y est toujours pas. Alors, où en êtes-vous, vous, aujourd'hui ? Sur l'hydrogène, on rappelle, excusez-moi, peut-être en deux mots, quand on dit hydrogène, ça veut dire quoi ? C'est la pile à combustible, voilà. Quoi. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet, et effectivement, pendant 15 ans, on a un peu prêché dans le désert, faut bien le dire. Ouais. Et puis d'un seul coup, il y a 2 ans, on s'est retrouvé complètement en phase avec des besoins mondiaux qui ne cessent de croître. Alors, de quoi on parle, en fait ? Pour qu'une filière hydrogène existe, il faut d'abord produire de l'hydrogène vert, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on fabrique de l'hydrogène en craquant du gaz fossile. Donc en fait, c'est de l'hydrogène polluant. Donc l'hydrogène lui-même n'est pas polluant, mais il a émis une grande quantité de CO2. Donc c'est comme si on utilisait finalement, en termes de bilan carbone, le gaz fossile lui-même. Bon, ça n'a pas un grand intérêt. Donc la solution, c'est évidemment de faire de l'hydrogène vert à partir de l'électrolyse de l'eau, donc sans émettre de CO2. Et puis ensuite, une fois qu'on a l'hydrogène, il faut pouvoir l'utiliser efficacement, et pour ça, on a besoin de piles à combustible performantes. Donc aujourd'hui, la pile à combustible, c'est une vieille technologie, elle existe depuis bien longtemps. Vous la trouvez dans les voitures. Le problème, c'est que les voitures coûtent une fortune parce que la pile elle-même coûte une fortune. Et donc, il y a un énorme travail à faire, d'une part du côté de la production, pour arriver à produire de l'hydrogène rentable. Aujourd'hui, l'hydrogène, il coûte 5 € du kilo. Et pour être compétitif avec la civilisation fossile, si je puis dire, il faut qu'il coûte moins de 2 €. Donc il y a un vrai challenge à la fois technologique et industriel. Donc il faut avoir un effet d'échelle industriel, plus améliorer le rendement de la production. Et puis sur la pile à combustible, c'est un peu pareil. Il faut qu'on atteigne des prix qui soient comparables avec le moteur à combustible, pour faire simple. Donc aujourd'hui, il faut diviser le prix de la pile d'un facteur 5 à 10. Si on vous écoute, ce qu'on comprend, c'est que la voiture du futur, l'automobile du futur dont on parle, ou les moyens de transport du futur, c'est pas juste une amélioration incrémentale de ce qui existe aujourd'hui. Ça va occasionner de véritables révolutions. C'est un tournant, et il faut à nouveau se remettre à faire de la recherche fondamentale, développer des filières qui n'existent pas. Enfin, c'est une vraie révolution. Et vous avez complètement raison. Finalement, les atouts des constructeurs historiques autour de finalement moteurs à combustion, toute
toute l'architecture mécanique de la voiture d'une part et toute la partie conduite, eh bien, en quelque sorte, ils sont remis à plat avec la propulsion électrique où on a un système propulsif qui est complètement différent. Donc les problèmes, c'est la batterie, les aimants pour le moteur et puis l'électronique de puissance pour la recharge. Et puis sur le volet pilotage, la conduite autonome, c'est un problème numérique extrêmement complexe auquel les constructeurs sont aujourd'hui pas du tout préparés. Vous travaillez là-dessus au CEA, sur la conduite autonome ? Complètement. Alors, la conduite autonome, ça demande de la puissance de calcul. Pourquoi ? Principalement parce qu'il faut faire ce qu'on appelle un processeur de fusion. C'est-à-dire, il faut que tous les capteurs de la voiture puissent, en temps réel, finalement, être synthétisés pour définir la stratégie de conduite. Et ça demande une puissance de calcul très élevée, particulière, et qui consomme peu. Bon, aujourd'hui, les processeurs qu'on utilise pour ça sont des processeurs NVIDIA, par exemple, qui sont faits pour le gaming ou pour les applications de calcul. Ils ont une consommation qui est de l'ordre de 3 à 400 watts. Et le cahier des charges automobile, c'est 3 à 4 watts. On est loin du compte. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour développer d'abord une filière souveraine sur lequel les germes existent en Europe, les décisions ont été prises. Il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises en France au mois de juillet dernier et en Europe avec le CHIPS Act. Et ensuite, sur la performance de ces processeurs. Donc nous, on est très impliqués là-dedans. On fait partie donc du projet de production ST Global Foundries, donc les deux grands fabricants européens, pour la filière souveraine européenne qui s'appelle FDSOI, et on prépare la génération qui sera mise en production entre 27 et 30 et qui répond au cahier des charges de la plateforme automobile. Mais on sait qu'on est quand même un peu en retard en Europe là-dessus, sur la conception des puces, sur les batteries. On n'est pas un peu à la ramasse par rapport aux Chinois ou aux Américains ? Alors, sur les puces, je ne dirais pas qu'on est en retard. On a une approche qui est différente. L'Europe est leader en matière de microcontrôleurs, les calculateurs qui sont actuellement dans les voitures. Et donc, finalement, il y a deux mouvements inverses. Il y a les microcontrôleurs qui vont monter en puissance pour devenir des processeurs de fusion. Et puis, il y a les gros calculateurs qui étaient faits pour autre chose, qui vont être dégradés pour s'adapter aux besoins de l'automobile. Donc, pour l'instant, il n'est pas du tout clair de savoir si les uns ou les autres vont dominer. Donc, la course est ouverte. La course est complètement ouverte, et je pense que les fabricants européens comme NXP ou ST ont toutes leurs chances dans ce marché-là. Ce ne sera pas forcément dominé par Nvidia, Apple. C'est pas clair du tout. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a la question des capacités de production. Alors là, on est clairement en retard. Là, pour le coup, des usines, quoi. Des usines, parce que les grandes usines, elles ont été construites principalement à Taïwan et en Corée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ces initiatives récentes en France pour doubler la capacité du site de Crolles, qui va devenir le plus grand centre de fabrication de puces en Europe, et qui atteint une taille qui est comparable avec les grandes usines mondiales. Donc là, on va être au niveau nécessaire. Il y a par ailleurs toute la question de la qualité de ces puces, des performances de ces puces, pour lesquelles donc le programme prévoit également tout un développement. Donc on est bon pour la conception, reste à mettre en place des unités de production. Voilà, les unités de production, les travaux ont commencé, et c'est des choses qui seront opérationnelles l'an prochain. Un petit mot des batteries, Stéphane Sibert, on en est où ? Alors, le grand projet de fabrication européenne de batteries, le plan européen de batteries, etc., ça donne quoi ? Alors ça, c'est en pleine, en pleine effervescence, si je puis dire. Donc, grosso modo, pour faire simple, on pense qu'il va y avoir plusieurs temps. Le premier temps, c'est de la capacité de production. Donc avec des technologies actuelles, donc c'est ce que vous voyez avec toutes les usines qui démarrent un petit peu partout, en particulier en France avec les initiatives SAFT-ACC, donc avec le groupement avec Stellantis et Daimler d'une part, l'initiative Vercor qui est plus un modèle start-up grenobloise, puis les implantations de constructeurs asiatiques. Ensuite, il y a le deuxième temps, c'est
une génération plus avancée qui consommera moins de lithium et surtout moins de cobalt. Qui sont les deux éléments polluants des batteries ? Alors, le cobalt, c'est l'élément polluant Ouais. rare et très, très embêtant. Le lithium, c'est un problème de rareté. Et puis après, il y a la troisième génération qui viendra sans doute à partir de 26-27. On va carrément avoir une révolution puisque on aura un électrolyte solide au lieu de liquide. Donc, vous savez que le problème des batteries, c'est le risque d'incendie. Ouais. Donc, avec un électrolyte solide, on supprime ce risque-là. Donc, pour le développement massif, c'est évidemment très souhaitable. Et puis, on va aller jusqu'à s'affranchir complètement du cobalt avec des nouveaux matériaux et peut-être même un jour aussi du lithium. Donc la batterie du futur, elle ressemblera à quoi dans les véhicules ? La batterie future, elle sera probablement jusqu'à 70 à 80% plus énergétique. Donc ça veut dire qu'en termes d'autonomie, on pourra viser les 800 km à 1000 km. Donc, voilà. Plus légère. Ce qu'a déjà annoncé Tesla, par exemple, Voilà. etc. Et également moins coûteuse et moins dépendante surtout de matériaux dont le prix peut faire varier considérablement le prix du produit final à la fin. Si un jour il y a une pénurie de lithium, le prix des batteries va s'envoler. Donc pour contrôler ça, il faut s'affranchir au maximum de l'usage du lithium. Ouais. Et puis, Et enfin, l'impact environnemental ? elle sera recyclable. Voilà, Ouais. ça, c'est très important. Mais jusqu'où ? Entièrement recyclable ? Alors, dans un premier temps, on va recycler les cellules en donnant une deuxième vie aux batteries. Donc là, il faut pouvoir expertiser ces cellules, les reconditionner et en faire des batteries stationnaires. Oui, donc on prend les batteries des voitures, on en fait des batteries pour les maisons, pour les Voilà, les exactement. usines, etc. Et ça peut se faire à moindre coût parce que aussi longtemps qu'on n'ouvre pas la cellule, le coût est maîtrisé. D'accord. Bon. Et puis dans un deuxième temps, il faudra recycler carrément la cellule, c'est-à-dire la déconstruire, séparer les matériaux. Donc là, c'est plus compliqué parce que il faut faire appel à des procédés d'hydrométallurgie qui sont plus coûteux. Et donc, il faut que les conditions économiques soient réunies pour ça. Et ça viendra un petit peu plus tard. Oui. Donc la batterie d'aujourd'hui, elle est quand même pas, elle est pas propre, quoi. Du début à sa fin de vie. La batterie d'aujourd'hui, elle a plusieurs inconvénients. D'abord, elle consomme des matériaux rares qui sont en quantité finie, donc elle a un horizon de durée qui est limité. Elle n'est pas très facile à recycler, et puis elle a des performances qui sont un peu insuffisantes par rapport à la polyvalence qu'on attend d'une. Ouais. Mais la batterie du futur sera propre, non polluante. Avec un meilleur rendement, etc. Voilà, et finalement, on peut résumer ça en disant qu'on espère qu'elle sera durable. Finalement, il sera possible d'envisager une filière où il n'y ait pas de limite finalement liée à la disponibilité des matériaux ou à la pollution générée par les batteries usagées. Merci Stéphane Sibert, Je vous en prie. directeur de l'innovation technologique du CEA.